Bonjour, toutes les grandes villes européennes sont en train de réduire la circulation en voiture dans leur centre. C'est bon contre la pollution, mais ce n'est pas très pratique pour livrer, transporter ses enfants ou aller rapidement d'un rendez-vous à un autre. Alors, comment faire? Nous partons en Norvège, le royaume de la voiture électrique, puis en Grande-Bretagne, découvrir une vieille moto relookée pour la ville, avec un petit détour par La Rochelle. C'est parti! Les voitures produites en Europe émettent de moins en moins de CO2. C'est le Parlement européen qui l'a imposé aux constructeurs automobiles. Il reste qu'un moteur diesel ou essence est toujours plus polluant qu'un moteur électrique. Direction la Norvège, ce pays qui est collé à la Suède. Il ne fait pas partie de l'Union européenne, il est un gros producteur de pétrole et pourtant c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de voitures électriques par habitant. Le gouvernement norvégien a trouvé les arguments pour convaincre la population. Oslo, l'une des capitales les moins peuplées d'Europe. Une ville coincée en bord de mer. Cette géographie particulière provoque chaque matin des kilomètres d'embouteillage. Mais il y a quelques privilégiés. En Norvège, les voitures électriques peuvent les éviter. Doubler tout le monde en empruntant les voies de bus. Là, ça roule pas trop mal. D'habitude, il y a un peu plus de monde. Ça bouchonne un peu même dans la file de bus, car il y a de plus en plus de voitures électriques. Avant, on pouvait rouler d'une seule traite jusqu'à Oslo. Les Ottersen se servent de leur voiture électrique pour presque tous leurs déplacements. En banlieue d'Oslo, les enfants paradent pour le bicentenaire de la Constitution. Et c'est la fille aînée de la famille qui est à la trompette. Ils ont bien joué aujourd'hui. Ils se sont beaucoup entraînés et nous, les parents, on est très fiers d'eux. Cela fait plusieurs années que cette famille a fait le choix de l'électrique. Devant une borne de recharge, petit cours sur les différents modèles. Cette voiture électrique, elle n'est pas terrible. C'est une Reva. On dirait une mobilette. Des bornes publiques comme celle-là, il en existe beaucoup, plus d'1 millier, rien qu'à Oslo. C'est gratuit. Pour les places communales, la mairie paye l'installation des bornes pour promouvoir les véhicules électriques. Gratuit, car pour ces voitures, la Norvège dispose d'une ressource inépuisable et ce n'est pas le pétrole. Mais les cours d'eau, ils produisent la quasi-totalité de son électricité. Nous sommes sur le Glomma, plus grand fleuve du pays. Il est constellé de barrages. Il y a 54 barrages sur cette rivière. En amont, le plus proche est à 15 km d'ici. Et en aval, il y en a juste en dessous à 5 ou 6 km. Résultat, à la maison, faire le plein d'électricité permet de faire de vraies économies. Sur un an, pour les allers-retours à mon travail tous les jours, et pour tous mes autres déplacements, je pense que ça me coûte entre 245 et 370 €. Pas plus. Salut! Salut! On vient voir votre voiture électrique. Il y a beaucoup de voitures électriques dans le quartier. Plusieurs voisins en ont. Là, par exemple, la voiture de ma voisine. Celle-là, c'est un peu le même style que nous, dans une autre marque. Elle est produite par Peugeot. Comme Jon Christian, 26 000 Norvégiens ont fait le choix du silence. Le pays est devenu l'Eldorado de la voiture électrique et le mouvement s'accélère. Elle représente désormais une vente sur 5. Ce concessionnaire en a donc fait sa spécialité. La moitié de ses clients repart avec une voiture électrique. Pour les convaincre, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas de taxes, ni TVA, ni taxes d'importation. Là, il faut signer là.
Merci. Et voilà. À l'achat de cette voiture électrique, vous économisez de 7 400 à 8 600 euros de taxes. C'est celle-là? Et voilà, le chargeur de batterie est dans le coffre. Et même après la vente, l'électrique est rentable. Péage gratuit, entretien peu coûteux et assurance moins chère, pour le plus grand plaisir des acheteurs. Elle vous plaît? Oui, elle est bien. Elle est petite, j'ai l'habitude de conduire une voiture plus grande. Mais ça me va, elle sera facile à garer en centre-ville. La Norvège, précurseur aussi dans la fabrication de véhicules électriques, avec cette petite Buddy 3 places. Un modèle qui n'a pas trouvé sa clientèle, car c'est la Tesla qu'aiment les Norvégiens. Cette luxueuse berline américaine est devenue la voiture la plus vendue, toutes catégories confondues. Grâce aux subventions, elle coûte moitié moins cher, autour de 75 000 euros. C'est une belle voiture. Oui, c'est une bonne voiture. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Depuis 2 mois, j'ai de plus en plus d'amis qui l'achètent parce que c'est nouveau, à la mode, et c'est bon pour l'environnement. Tout le monde n'est pas sensible à ses charmes. Ce défenseur des transports en commun la trouve pas si écologique que cela, et surtout beaucoup trop chère. Tesla, à elle seule, coûte 122 millions d'euros de subventions à l'État norvégien, sans compter le financement de toutes les autres voitures électriques. Les propriétaires de voitures électriques craignent que leurs avantages ne disparaissent. Ils ne sont garantis que jusqu'en 2017, ce qui laisse tout de même quelques années à Jon Christian et Irène pour profiter de la leur, comme quand ils partent en week-end à 1 heure d'Oslo, dans leur petit chalet de vacances, typiquement norvégien. En France aussi, les choses évoluent. Nous faisons partie des pays de l'Union qui ont le plus réduit leurs émissions de CO2 et les constructeurs français se sont mis à fabriquer des voitures électriques. Renault-Nissan trust 60% du marché. On trouve ensuite par ordre décroissant Bolloré, Smart, Peugeot, Tesla, Citroën, BMW et en 9e position, Mia. Mia, un échec, malgré les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau. Voici pourquoi. Mia, ou l'histoire d'une petite citadine électrique apparue en pleine campagne des Deux-Sèvres. Un ovni automobile né en 2008 dans la douleur après le dépôt de bilan du carrossier Heuliez. Déjà à l'époque, elle avait piqué notre curiosité. Pouvait-elle devenir la première vraie voiture électrique de série? Du prototype friendly qui ressemblait davantage à un jouet qu'à une voiture, à ce modèle de luxe que la nouvelle ministre Ségolène Royal fera parader jusque dans la cour de l'Élysée, Mia a tracé sa route dans une tempête médiatico-politique et un brouillard industriel, sans jamais parvenir à faire décoller ses ventes. Vous êtes d'accord, hein? Le 12 mars dernier, la liquidation de l'entreprise Mia Électrique est prononcée. Alors nous retournons à Cerizay pour tenter d'expliquer les raisons de cet échec. En faisant table rase des standards de l'automobile, le bureau d'études de Mia est parvenu à un modèle allégé, mais déroutant pour le grand public. Tout est bénéfique dans ce véhicule-là. On peut se garer partout, elle est simple. À partir du moment où vous avez dans une maison une prise type machine à laver, sèche-linge, vous pouvez vous recharger dessus sans problème, quoi. La position centrale de conduite de la Mia est... Les mamans qui ont des enfants sont très satisfaites de cette situation, puisqu'ils peuvent descendre leurs enfants de la voiture à chaque fois du côté du trottoir. Pareil, aujourd'hui, c'est la pollution. On est en train de chercher à dire que tel véhicule père ou impair doit rouler. Quand on voit, nous, on produisait des véhicules qui auraient pu compenser cette pollution par ce type de véhicule. Donc on peut dire, oui, c'est un gâchis, c'est dommage. Pourtant, les prémices du succès auraient pu venir de Paris, justement, au moment où la capitale cherchait un modèle pour l'autopartage. Mais fin 2010, c'est Bolloré qui rafle le marché avec sa Blue Car. Difficile dans ces conditions d'admettre la fin de l'aventure, d'autant que du côté des ventes, le travail commençait à payer. Est-ce que vous pensez que jusqu'à maintenant, Mia a eu raison trop tôt? Je pense que notre projet, il a son avenir devant lui. Le marché du véhicule électrique est en plein essor.
dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Qu'elle finisse par rencontrer le succès ou non, la Mia aura eu le mérite des pionniers. Elle a bousculé les codes et essuyé les plâtres de la politique de mobilité écologique. Cela aura été sa chance ou sa perte, mais quoi qu'on en juge, elle a déjà sa place dans l'histoire de l'automobile. Rouler en 2 roues en ville ne provoque pas d'embouteillage et fait incroyablement gagner du temps à son conducteur. En Europe, ce sont les marques japonaises qui dominent le marché des scooters et des motos. Mais les Européennes n'ont pas dit leur dernier mot. Nous partons au nord-ouest de Londres, dans la ville de Nuneaton. C'est là que les motos mythiques Triumph ont retrouvé une nouvelle vie. Elles ont gardé le fameux look britannique, mais un peu japonisé. C'est ce son très anglais, ou peut-être la tasse de thé qui va avec, qui a attiré ces 70 motards un peu grisonnants. La plupart d'entre nous est retraités. On ne travaille pas. Et tous les mercredis matins, tous ces motards se retrouvent, se rassemblent. Pour le plaisir, vous savez. On discute, on parle moto. C'est super. Chacun a ses raisons, mais tous ces passionnés ont un faible pour une moto mythique très britannique, la Triumph. J'attendais le bus, il s'est arrêté, il m'a proposé de m'emmener sur sa moto. C'est comme ça que ça a commencé. Sur une Triumph, bien sûr. J'ai dit à ces gentlemen que tu bossais chez Triumph et que tu connaissais Triumph bien mieux que moi. Je te les confie. Dans les années 50, 60, vous savez, on produisait 1 million de motos par semaine. On en exportait 80% et la plupart aux États-Unis. C'était l'âge d'or, il n'y a pas de doute. À l'époque, Triumph embauche des pilotes d'essai. L'usine est la fierté du nord de l'Angleterre. Mais à partir des années 1970, elle souffre de la concurrence des motos japonaises, bien plus modernes. Tout ce quartier-là, c'était l'usine Triumph, jusqu'au bout là-bas. Aujourd'hui, à l'emplacement de l'usine, seul le nom des rues rappelle ce passé à 2 roues. Triumph a finalement fermé en 1983. Excusez-moi. Excusez-moi. Je me demandais si vous vous rappeliez quoi que ce soit de l'usine moto Triumph qu'il y avait ici. Moi, oui. Ça nous a fait beaucoup de peine quand elle a fermé, car c'était une part importante de notre économie. Vraiment. Oui, mais vous savez qu'il y a maintenant une usine à Hinckley. Oui, mais ça ne sera jamais la même chose. Car à 25 km de là, une usine Triumph a été construite par le nouveau propriétaire de la marque. Près de 10 ans après la faillite, la production a été relancée. Simon Warburton était de l'aventure. Voilà, c'est un de nos moteurs 3 cylindres. Quand on a recommencé en 1990, on savait qu'on ne pouvait pas le faire avec une seule moto. Nous avions besoin d'une gamme complète. C'est important pour les vendeurs d'avoir du choix à proposer. On a su utiliser les mêmes composants, les mêmes pistons, les mêmes valves pour construire des motos différentes. Le secret de Triumph, c'est d'avoir beaucoup investi pour optimiser sa production. 16 modèles différents sont fabriqués dans l'usine sur une seule chaîne de fabrication. Dans cette usine, on assemble environ 25 000 motos par an. Et pour un tel volume, c'est mieux d'avoir cette souplesse, de pouvoir changer de type de moto sans avoir à fermer et à rouvrir la ligne. Le redémarrage de la moto anglaise profite à toute une région qui avait beaucoup souffert de la désindustrialisation. Triumph est le premier client de cette toute petite PME familiale. C'est une béquille de Triumph. Je fais des prototypes. À la fin, ça devrait ressembler à ça. C'est sympa, vraiment, parce qu'on fait jamais la même chose. Triumph
possède aussi une usine en Thaïlande, mais la moitié de ses motos sont bien made in England. Ce numéro, c'est le nombre de motos que l'on a produit. C'est la 663 592e moto fabriquée à Hinckley. Nous exportons dans le monde entier. Celle-là est pour le Royaume-Uni, celle-là pour le Canada et celle d'en haut pour le Japon. Avant de nous quitter, Jim Lee voulait nous montrer une dernière chose. C'est un monument dédié à l'ancienne usine de Moto Triomphe. Une sorte de pèlerinage qu'il n'est pas le seul à faire ce jour-là. Et pour les passionnés de vieilles anglaises, la moto, ça rapproche. J'ai une Tiger 100 de 52 et une autre de 55. Nous venons de Nouvelle-Zélande pour voir ces trucs historiques avec lesquels je me suis amusé toute ma vie. Jim, lui aussi, s'achèterait bien une Triumph, nouvelle génération. Allez, on se quitte et l'on se retrouve sur le blog de l'émission. Au revoir.